Merci, mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés sur la page minia.com Web TV. C'est votre serviteur Boukari Diko depuis le studio ici à Paradis. Alors, c'est le début de notre émission à nous l'actualité. J'ai deux invités à ma droite, Monoko Toali, DG Afrique de l'Est, Média Afrique. Bonjour. Oui, bonjour et merci de toujours penser à m'associer aux réflexions sur l'actualité au Mali. Et je voudrais ici aussi profiter pour dire grand bonjour, pour ne pas dire bonsoir ou après-midi, à mon co-panéliste qui est aussi l'un des brillants toujours présents dans ce studio. Youssou Guindo, directeur du journal d'Éclairage, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs qui suivent donc cette chaîne minia.tv.com qui monte. Et donc voilà, je vous remercie pour l'invitation, je remercie aussi mon confrère Monoko Toali et toi-même Diko, le modérateur. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un peu ce qu'on peut appeler ce qui a marqué l'actualité. Tout le monde a suivi avec beaucoup d'attention et d'adoption, en tout cas, par les membres du CNT de la loi électorale le vendredi dernier, qui a suscité en tout cas beaucoup de réactions positives et négatives. On va aussi parler, si vous voulez, du décret de création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution signée par le président Assimi Goïta, dont on n'a pas eu le temps de développer là-dessus. On plaira aussi, en tout cas, le soutien sans embâche, sans ambiguïté du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya aux autorités maliennes, où au moment où je vous parle, en tout cas, il y a des contingents guinéens qui vont renforcer ceux qui sont là au moment de l'administration à Kidal. On va aborder ce sujet. Et bien d'autres, tels que, au moment où je vous parle, les bureaux s'apprêtent, sinon sont fermés, en tout cas en France, par rapport aux législatives. On verra bien si le président sortant Macron aura sa majorité absolue, s'il sera contraint en tout cas de conjuguer avec Jean-Luc Mélenchon, pressenti avec tous les sondages de rapporter aujourd'hui avec la NUPES la majorité absolue en France. Bien entendu, on va parler de la crise au Sénégal, le remake de Macky Sall après mars 2021, où on en a vu de violents affrontements qui ont fait des dizaines de morts, quelques morts, une dizaine de morts à peu près. Et hier, c'était très chaud, après 3-4 morts à Ziguinchor et dans certaines villes sénégalaises telles que Dakar. Alors, Monoko Toali, vous avez suivi, peut-être avec les autres confrères Youssou Guindo et bien d'autres qui sont là, en tout cas, la session du CNT qui était très attendue, c'était jeudi, ils ont décalé à vendredi 17. Quel enseignement tirez-vous de cette session? Quels sont les enjeux de l'adoption de cette loi électorale au forceps, si on peut dire? Bien, merci pour l'équation qui est très importante aujourd'hui, qui fait l'actualité dans le pays. On ne peut pas aujourd'hui parler de la situation malienne sans faire recours à la question de la loi électorale qui a fait l'objet d'un grand débat il y a quelques, pour ne pas dire 2 jours tout au plus, au sein du Parlement, à lieu place du Parlement, donc au sein du CNT, logé, pour ne pas dire domicilié, au Centre international de conférence de Bamako. Alors, le premier constat, c'est que il y a dans un premier temps un projet de la loi électorale que le gouvernement est soumis au CNT qui joue le rôle de l'Assemblée nationale maintenant ici au Mali. Et à la faveur des analyses faites par le CNT, nous pouvons du coup dire qu'il y a eu divergence d'opinion, pour ne pas dire divergence de vues. Pour le gouvernement, il n'était pas question de faire un projet sur la loi électorale, mais qui devrait avoir pour épicentre l'organe unique. La gestion des élections, oui, justement, mais l'épicentre, c'était l'organe unique de gestion des élections. Et
Voilà. Donc l'organe devrait donc être une responsabilité, une entité indépendante, tout à fait unique, qui n'aurait pas l'influence des institutions, ni des partis politiques, encore moins des organisations de la société civile qui vont concourir à l'organisation des futures élections. Okay. Ça, c'était donc la vision du gouvernement. Oui, du chef du gouvernement. Voilà, du gouvernement et le chef du gouvernement qui, d'ailleurs, a maintes fois défendu cette hypothèse de la loi et de l'organe unique de gestion des élections. Au niveau du CNT, l'analyse après réflexion, compte tenu du fait qu'ils ont eu leur lecture à eux, la lecture donc du CNT prend en contre-pied la lecture du gouvernement quant au contenu, puisque la loi électorale qui est donc votée presque unanimement, parce qu'avec unanimité, tout juste 3 députés contre. 115 voix. Contre 3 députés contre. 3 contre, voilà. 0 abstention. Ça veut dire que c'est l'unanimité. Mais l'équation, c'est comme je le disais, le CNT a carrément pris à contre-pied la vision du gouvernement et le CNT n'a pas milité pour un organe unique avec sa connotation donnée par le gouvernement. Pour le CNT, il faut intégrer les partis politiques dans l'arène de la gestion des élections parce que le CNT, quand on va parler des élections, il va être question... Oui, allez-y. Et par hasard, en guise de rappel, parce que c'est tout un processus, l'organe de gestion des élections, en guise de rappel, ça a été adopté en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, il a été déposé bien avant les ANR. Donc, le CNT a eu largement le temps de voir et qu'est-ce qu'il faut faire. Et les derniers éléments qu'on a reçus, c'est que c'est le mercredi que le CNT a envoyé au gouvernement les 92 amendements ou 29 amendements, un truc comme ça, qui font après 86 pages si je me trompe. Et en 72 heures, il fallait analyser, ramener et remettre au nom du CNT pour débattre du fond. Donc il y a des quiproquos ici qui sont posés ça et là, en tout cas dans l'entourage du chef du gouvernement, que nous avons essayé de comprendre depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un problème qui est posé. Est-ce qu'il fallait vider la loi électorale de toute sa quintessence? C'est la grande question qui est posée parce que tu viens de le dire tout de suite. Parce que l'EJ doit être indépendante des autres institutions. C'est ça la réalité. Et là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va débattre ici. Allez-y. Oui, justement, je platais donc le décor pour que le débat soit mieux compris, le contexte aidant. Le CNT donc propose un organe qui va donc être sous la tutelle du ministère. Donc c'est l'administration qui va gérer. L'administration, la nomination des membres va être l'objet de l'administration, des partis politiques et des structures qui sont de la société civile. En d'autres termes, l'organe unique qui devrait être indépendant, comme l'avait souhaité le gouvernement, qui devrait donc faire le choix des membres, cela est désormais dédié à l'administration. C'est-à-dire l'administration, le ministère en charge de l'organisation des élections, et les partis politiques et la société civile. Du coup, on est face à une situation où on a un organe qui n'est pas donc unique, et qui ne peut pas être forcément aussi indépendant compte tenu du fait que la nomination des membres vont être l'objet de la volonté et de l'administration et des partis politiques et de la société civile. Dans ce cadre précis, on n'a donc pas l'organe unique. Maintenant, l'équation que vous posez qui est tout à fait pertinente, pourquoi le CNT a-t-il ou aurait-il vider le projet du gouvernement de toute sa subsistance? Voilà le vrai débat. Ouais, pour votre gouvernement, au CNT, on nous a fait savoir, en tout cas, le patron de la commission des lois assermentées, ils ont eu à entendre plus de 200 personnalités, et non les moindres des forces de la nation, partis politiques, syndicats, etc., etc. Tout le monde a été entendu. Et pareil, il semblerait que c'est sur cette base qu'ils ont essayé, en tout cas, de
de prendre en compte les propositions faites par les uns et les autres, les différentes fêtières qui sont partis sur cette base-là. Et quand on regarde, comme tu l'as cité le banc dessus, c'est en porte-à-faux carrément avec la loi qui est dessus. Oui, en tant que peut-être monsieur mon confrère et co-panéliste du jour, Guido intervienne, j'essaie toujours la lucidité, la pertinence de ces analyses. Sûrement, on se sera mis d'accord ou on se sera en contradiction, mais ça pourra certainement enrichir le débat. Qu'est-ce que je vais dire ici? En fait, si on analyse, on prend du recul, on est dans un débat de fond. Le vrai débat de fond, c'est qu'il y a fissure. Je ne veux pas dire rupture au grand jour. Au grand jour. Entre, d'une part, le gouvernement de la République, de la transition, le pouvoir de la transition, en espérant que la République arrive, puisque la dissolution de l'Assemblée a mis, entre guillemets, la République, donc on est dans l'État. Alors, la transition à ces deux institutions qui s'opposent sur la base des visions, des idéologies et des perceptions, pour ne même pas dire des projets de société. Mais cela ramène, comme je le disais, un débat de fond. Et on va en parler tout à l'heure. Guido? Oui, pour moi, ça il faut le dire, hein, c'est complètement camouflé donc, pour le gouvernement. Alors, ce qu'on a suivi ici, là, le projet de gouvernement qui a été déposé depuis décembre 2021, ça il faut le dire, je crois exactement le 3 décembre 2001, le projet de loi était sur la table, n'est-ce pas, du Conseil national donc, de la transition. Alors c'est dit que le Conseil national de la transition a eu suffisamment de temps, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc de rencontrer toute la classe donc, politique, la société civile et les acteurs, n'est-ce pas, du processus de développement de démocratie et donc si vous voulez, tout l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs donc en présence. Selon ce que j'ai pu entendre dans le propos, donc, n'est-ce pas, du président donc, des lois donc, du CND, ils ont eu le temps d'approcher toute une large majorité, n'est-ce pas, de la société civile, les partis politiques, etc. Ce qui n'a pas été, selon ses propos, le cas, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc ça donne l'impression que le document a été élaboré et donc au sein, n'est-ce pas, du gouvernement et porté directement à l'attention, donc à l'appréciation du Conseil national de transition sans une inclusivité, je vais dire. C'est ce que j'ai pu, j'ai entendu, n'est-ce pas, donc dans les propos du président des lois de Mancham. Donc s'il n'y a pas d'inclusivité pour une loi électorale aussi importante, n'est-ce pas, pour la gestion d'un pays qui est en train de sortir relativement donc de l'ornière, je pense que là il y a un problème. Et à ce niveau, je pense que le Conseil national de la transition a eu ce réflexe, cette maestria, n'est-ce pas, de recadrer les choses, ce qui est, n'est-ce pas, de leur prérogative. C'est un avant-projet qui a été porté à leur appréciation et donc il leur appartient d'apprécier certains éléments, certains articles, d'en ajouter d'autres, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, iront dans le sens, n'est-ce pas, de la démocratie. Moi, je pense que le CND a fait un excellent travail et je les félicite. Et quand vous entendez ceux qui ont, n'est-ce pas, porté ce projet, qui ont essayé de le défendre au sein du Conseil national de la transition ICASA et la dame, donc je pense que ça mérite beaucoup de réflexion. Maintenant, ça a été adopté. Il y a eu 92 amendements. Donc ça, je crois que c'est une première, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, au sein d'une institution de la République, 92 amendements. Donc vraiment, je crois que c'est un camouflet pour le Premier ministre. Et maintenant, ça a été voté sur le Conseil national de transition, donc il appartient au président de promulguer cela ou non. Il peut l'apprécier et voir si, pour équilibrer, s'il veut équilibrer les deux institutions, je crois qu'il pourrait envoyer, n'est-ce pas, ce document, il pourrait le ramener, n'est-ce pas, au sein du Conseil national de transition pour d'éventuelles observations, etc. Et sinon, pour le moment, je pense que c'est un camouflet pour le gouvernement. Oui, mais quand on regarde cette loi électorale, l'origine est partie de quoi? Du dialogue national inclusif pour être tout proche. Ensuite, les ANR ont recommandé la mise en place justement de cet organe unique de gestion des élections. Et quand on regarde
l'arrivée de Sobel Kogalamaga aujourd'hui, tout son travail, tout son combat s'est bâti sur l'organe unique de gestion des élections. C'est ce qu'il a présenté à la CEDEAO. C'est ce qu'il a présenté à tous les ambassadeurs accrédités au Mali. C'est ce qu'il a présenté aux émissaires de l'ONU qui sont venus ici. Au même moment, quand il présentait, ça a été déjà adopté en Conseil de ministres sous l'égide du chef de l'État. Soumis au Conseil national de transition, c'est dans son PAG. Donc, les gens se posent des questions aujourd'hui. Le trottoir qu'on a fait, les gens sont stupéfaits de voir aujourd'hui que le CNT carrément s'oppose. C'est une opposition magistrale qu'elle a faite, après une analyse comme elle a dit, et tout c'est ce qui nous a été dit, ça et là, on rapporte. Ça. Le reste, chacun est libre de commenter comme il veut. Les gens sont surpris, voire stupéfaits, par même certains comportements, certains membres du CNT, leur vocabulaire, comme si c'était la fin du monde, un crime de lèse-humaine que le Premier ministre a commis en soumettant cette loi électorale. Pendant qu'eux-mêmes, ils l'ont reçu, il a été présenté dans le PAG, il l'a dit tout récemment, il leur a remis. Bon, est-ce le moment aujourd'hui de créer, de montrer à la face du monde qu'il y a une contradiction entre deux institutions, non les moindres, parce que le Premier ministre vient, c'est la première personnalité après le président du CNT et le président de la transition, le président du CNT. C'est là le débat. Bon, est-ce que le Mali avait besoin de ça? Pourquoi attendre aujourd'hui, à quelques semaines du sommet des chefs d'État de la CEDEAO le 3 juillet, pour balayer en tout cas les 97 ou 98% du contenu de la loi électorale? C'est la question qui est posée, Monago. Oui, la question est posée, elle est fondamentale. Et j'espère que mon micro marche. Hein. Voilà. Donc, la loi est ici. La philosophie est que, comme vous l'avez dit, il y a eu quand même des assises, des dialogues, des rencontres qui donnent une lecture de légitimité et qui ont décidé de l'organe unique. Les assises en ont également fait. Oui, mais excuse-moi, juste une parenthèse. Hein. En guise de rappel, même, en tout cas, ceux qui défendent la loi électorale du père ne comprennent pas ceux qui ont boycotté les assises nationales de la refondation. Oui. Ils vont aller au CNT soumettre ce qu'ils pensaient. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, que les gens sont en train de dénoncer. Oui, je voudrais justement revenir à cela. Il fallait encore spécifier, mais on va tirer les leçons techniques. Et on va en parler largement parce que c'est très important. Ouais. Mais ce qu'il faut aujourd'hui faire observer est que les ALR avaient décidé de l'organe unique. Et donc, ça fait partie des recommandations. Et pourquoi donc aujourd'hui, on fait donc à l'organe unique? Voilà, là, l'équation. Comme le disait tantôt mon copanéliste, confrère Youssouf Bido, le débat est que un désaveu du gouvernement de la part du CNT. Alors, pourquoi y a-t-il eu des aveux? C'est là la question de fond. Et donc, analysons, prenons du recul. On se rappelle que lorsque le CNT avait convoqué le Premier ministre, ce jour-là, à la sortie, il y a eu des débats qui nous ont donné l'image d'une future dissension entre ceux qui n'étaient pas pour le bilan du Premier ministre et qui lui ont même donné 3 sur 10, en appelant cela une moyenne d'exclusion, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Et que 3 sur 10 devrait amener à être renvoyé. En d'autres termes, exactement. Soit le Premier ministre démissionne, soit on le remplace. Parce que renvoyer l'élève, c'est ce que ça veut dire. Donc il devrait être renvoyé. C'était donc le Premier ministre qui, à la faveur de son bilan, qui a été noté à 3 sur 10, devrait être renvoyé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, cela a fait polémique et ça a mis au grand jour 2 grandes tendances de ceux qui étaient pour qu'il ne puisse pas avoir des débats inutiles et qu'il fallait aller à l'essentiel, unir tout le monde pour rapporter la logique du succès de la transition. Deuxième point
une deuxième rencontre. Cette fois-ci, c'est le projet qui vient du Premier ministre qui est amené devant le CNT. On va donc épurer, c'est-à-dire enlever de ce projet toute sa substance. Première, on va donc s'interroger qui a intérêt à ce que aujourd'hui on ne parle plus d'organe unique et que de gestion des élections et qu'on ramène tout encore à l'administration en lieu et place d'une institution, un organe indépendant. Comme en 2020, Alors, comme cela à ce niveau, il faut analyser maintenant la réalité sur la base de la maîtrise de ce qu'on appelle la communication politique. Et de ce point de vue, au niveau de la communication politique, vous n'allez pas penser faire la politique sans mettre dans la balance les conflits, les confrontations des idées, des discours, des visions, des projets de société et d'idéologie. En fait, c'est ça la démarche politique. Donc, en termes de politique, il y a toujours des confrontations. Or, quand on parle en même temps des élections, il y a aussi des acteurs qui ont une vision qui va rentrer en contradiction avec la vision de ceux qui gèrent la transition. Et c'est à ce niveau-là que le vrai débat de fond dont je parlais a vu naissance. Naissance pourquoi? Parce que au niveau du CNT, il y a également les représentants des partis politiques. Même si aujourd'hui, sur la scène, les partis politiques semblent être silencieux, mais ils travaillent dans l'ombre. Oui, mais c'est ça le fond. Donc, il ne faut pas simplement faire la lecture pour dire que oui, on a soustrait le projet du gouvernement de sa substance. Mais qui l'a soustrait de sa substance? C'est une vision contraire à la vision du gouvernement. Alors cette vision contraire demande l'implication des partis politiques dans la gestion des affaires politiques, puisque l'élection concerne les partis politiques. Voilà la confrontation des visions. Dès lors, les partis politiques donc vont manœuvrer, puisqu'ils ont été reçus au CNT. Donc chaque parti politique ne peut pas dire oui, l'organe unique m'arrange. S'il doit l'arranger, il doit donner des raisons, ou il ne l'arrange pas, il va aussi donner des raisons. Mais dans les deux cas, c'est la confrontation. Or, les partis politiques ont déjà stigmatisé le Premier ministre, l'appelant clivant. Ils ont dit qu'il est clivant. Et donc, s'il est clivant et qu'il est politique, lui, Premier ministre, et que son parti, même si lui ne sera pas candidat, mais c'est pas exclu que son parti n'aille pas aux élections, ils vont donc craindre que le Premier ministre va choisir les membres de la commission. Ils vont donc craindre que le Premier ministre va tout manipuler lui seul. Il y a donc nécessité qu'on lui arrache pleinement l'organisation des futures élections. Ce chemin est un chemin purement politique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien suivi, parce que dans votre propos, vous avez dit que dans la nouvelle loi électorale, il n'y a pas, n'est-ce pas, la mise en place d'un organe unique de gestion. Je crois que, je ne sais pas si j'ai bien suivi. Je crois. Il y a un organe unique de gestion qui enlève complètement le ministère de la mission électorale de toute sa quintessence. Il sera centré au sein d'un seul organe. Donc l'organe déjà existe. Donc il n'y a pas été question de mettre l'organe unique de gestion. D'abord, il y a une autorité de régulation des gestions, comment on appelle ça, sur des élections. Pour moi, c'est un organe. C'est un organe unique qui est mis en place, n'est-ce pas, qui gère toutes les élections, n'est-ce pas, à venir. Donc c'est le plus donc je l'ai dit, c'est pour il a été dit que maintenant le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ne gère plus les élections, comme il était question comme par le passé. Donc il y a un organe qui est mis en place qui gère tout. Donc le CNI, etc., tout ça sera, n'est-ce pas, influé dans ce nouvel organe-là. Donc moi, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, l'assise nationale de la refondation, moi je pense que c'est des propositions qui ont été faites au gouvernement. Des recommandations. Bon,
il y a des propositions et il y a des recommandations qui ont été faites. Parce qu'à partir du moment où certaines recommandations n'ont pas été prises en compte, donc c'est dit que c'est des propositions. Donc on peut aller sur la base des recommandations. Alors, les recommandations, il y a eu, comme on appelle ça, des assises nationales pour la réformation. Bien avant cela même, il y a eu le dialogue national inclusif. Pour moi, les assises nationales pour la réformation n'avaient pas lieu d'exister, de mon point de vue. Il y a eu déjà des choses, il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu pas mal de recommandations qui sont là, qui sont dans les tiroirs. C'est de l'argent qui a été gaspillé, non seulement en temps, en heures et en argent. Donc on pouvait épargner cela. Et moi je remarque que dans ce pays-là, peut-être dans bien d'autres pays, chaque pouvoir veut imprimer sa marque. Celui qui vient à la tête veut toujours imprimer sa marque pour qu'on puisse dire ouais, quand tu ne seras pas là, les on dit ça c'est le projet de X ou Y. Alors que déjà il y a certains éléments qui sont pertinents, scientifiques, qui sont dans les tiroirs, il suffit de les enlever, mettre une commission en place, en moins de 112 heures déjà, on peut avoir, n'est-ce pas, un avant-projet de machin. Donc chacun, quand il vient, il veut imprimer sa marque. Bon, ok, casse la tienne. Alors moi je pense que chacun dans son rôle, le gouvernement a son rôle de proposer, et il est dans le rôle aussi du Conseil national de transition de proposer, de faire des contre-propositions. Moi je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Les bisbilles, ça c'est ce que les gens pensent. De mon point de vue, laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique, de mon point de vue, il n'y a pas de problème. Ça peut être comme le Premier ministre, parce que vous voulez que son projet parte. C'est vrai qu'il y a eu, n'est-ce pas, des regards, comme vous l'avez dit, au Conseil des ministres, etc., etc. Mais le CNT est dans son rôle de régulateur, de réguler, n'est-ce pas, des propositions de loi. Moi, je l'ai dit, hein, le gouvernement a fait une proposition de loi, le CNT a revu. Maintenant, la dernière décision appartient au président. Donc, attendons qu'il se prononce, soit il promulgue, soit il retourne, n'est-ce pas, au sein au sein du Conseil national de transition pour d'éventuels amendements, etc. Donc, il appartient au gouvernement, peut-être pas baisser les bras, parce que ce n'est pas un acquis d'abord. Il faut que ce soit promulgué, ce n'a pas été, ce n'est pas un acquis. Je suis persuadé que le Premier ministre, tel qu'on le connaît, un homme politique, je pense qu'il va baisser les bras, il va encore apporter des arguments. Et il appartient au président aussi, donc la transition, d'avoir l'esprit, n'est-ce pas, d'appeler cette entité, n'est-ce pas, discrètement entre eux, et puis c'est de planifier les affaires. Pour moi, je ne pense pas qu'il y a un problème. Moi, ce que je peux dire, que je rapporte ici, c'est que quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème très grave. Parce que là, il y a une fissure flagrante. C'est comme si c'est une chiffre qu'on a donnée au peuple malien, parce que les gens sont sortis en 2020. C'était par rapport aux mêmes recommandations, je te rappelle ça ici, c'est les choses qu'on a vécues ici, c'est par rapport à la façon dont les élections sont organisées, c'est la façon dont les résultats sont donnés, des milliers de voix ont été allumées ici pour permettre à des candidats de pouvoir en place d'être députés, c'est ce qui a déclenché tout ça. Et je pense que les gens sont sortis pour chasser Ibeka, ce n'est pas pour venir faire Ibeka à la place d'Ibeka. C'est ça la vérité. Donc, ce qu'on vient de voir, en écoutant nos compatriotes qu'on a eu à interroger depuis vendredi jusqu'à ce matin à midi, c'est intoléré. Ils pensent qu'il y a une sorte de... En tout cas, le CNT a montré son vrai visage d'être contre carrément la politique du gouvernement par rapport à cette situation de loi électorale. C'est ce qui s'est dit en fait. Et quand tu dis qu'il y a un problème, il y a un problème. Parce que dans l'entourage du chef du gouvernement, on fait savoir, c'est jamais vu dans un hémicycle, on interrompt des ministres de la République. Deuxièmement, on les empêche de parler. Troisièmement, et certains membres du CNT, quand ils parlent comme s'ils parlaient avec un petit copain de la rue, c'est ça là. C'est-à-dire qu'on a assisté à un spectacle vraiment lamentable. Moi, ça n'engage que moi. Et ce que je rapporte, c'est ce qui m'a été dit. Je le dis ici, devant tout le monde, que les gens l'écoutent et qu'ils enregistrent. C'est ce que les gens qu'on a interrogés dans la rue, ils sont surpris et indignés par certains comportements de certains membres du CNT. Et ça pose tout le problème de dissolution du CNT est revenu à maintes reprises dans la bouche d'expression qu'on a interrogée. On comprend aujourd'hui pourquoi. Parce que le décret de création et de convocation des membres, de composition du CNT a été décrit. Il y a même une plainte par rapport à aujourd'hui. Le résultat est là, d'après ce que les gens disent. On permet à certains gens de venir régler les comptes. Comme ils ont été chassés du pouvoir, ils reviennent par la fenêtre au CNT pour venir créer des problèmes. Parce que la loi, l'organisation des élections, c'est l'émanation du peuple. Selon ce que le Premier ministre a dit, ça fait partie des recommandations du M5 RFP qui est à la base de la chute du régime Ibeka. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Donc moi je pense
très sincèrement, d'après nos compatriotes, ces deux institutions pourraient régler ça sans pour autant venir se donner un spectacle, comme on l'a vu le vendredi. Un spectacle lamentable. Quand on voit un président du CNT qui interrompt le ministre de la République, c'est au Mali qu'on peut voir ça, tu ne verras ça nulle part autour de nous, encore moins au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Un peu de respect par rapport, en tout cas, aux représentants de l'État. Et tout que, quand on sait que les membres du CNT n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Et nommés comment? Ils savent. Voilà ce qui se dit dans la rue. Voilà ce que nous comprenons de le rapport. Donc maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, interrompre un ministre au sein de l'hémicycle, pour moi, c'est pas nouveau, même dans les précédents. L'Assemblée nationale, j'ouvre ici le Conseil national à un règlement intérieur. Vous avez... Et le règlement est interdit. Non, On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Alors, c'est un ministre de la République. On l'empêche pas. Ce n'est pas un simple citoyen, c'est un ministre de la République. C'est différent de quand toi et moi on parle. C'est un ministre de la République qui parle et qui est venu défendre un projet de loi qu'ils ont déposé sur la table du CNT. C'est ce que les gens disent. Il faut comprendre aussi la colère et la vie des uns et des autres. Non, absolument. Chacun, n'est-ce pas, a son point de vue. C'est là la beauté, n'est-ce pas, de la démocratie et du pluralisme politique. Chacun peut exprimer, n'est-ce pas, son point de vue. Moi, de mon point de vue, il faut pas que... Moi, je suis contre des documents déjà précédemment élaborés et que ça passe comme ça, comme une lettre, n'est-ce pas, à la poste. Il faut débattre, il faut voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et maintenant, sortir un document concret. De mon point de vue, c'est vrai, c'est un camouflet pour le Premier ministre, mais moi je dis, les divergences, c'est vrai que ça, on voit selon par rapport à certaines interventions, n'est-ce pas, au sein du Conseil national de transition, il y a, c'est vrai, des divergences, c'est vrai, d'opinion, des langages, je crois, discourtois, mais bon, il appartient, n'est-ce pas, aux autorités, n'est-ce pas, de pouvoir recadrer cela. Nous l'avons plusieurs fois relevé ici. Qu'il y a des langages qui sont anti-démocratiques, si vous voulez, susceptibles de choquer, n'est-ce pas, l'opinion. Et donc, entre eux, les responsables, il faut qu'ils se retrouvent pour dire, bon voilà, il faut qu'on évite, n'est-ce pas, certains propos, parce que vous n'êtes pas seul, c'est le peuple qui nous regarde. Et c'est cela, voilà, quand j'ai dit tantôt qu'il appartient maintenant au président, je pense qu'il a assez suivi, il a assez vu, il est important que le président puisse prendre, n'est-ce pas, son bâton, le pèlerin, et ce qu'on appelle ça, rencontrer ces différentes entités et leur dire vraiment ce que lui, il a dit, n'est-ce pas, dans l'intérêt supérieur, n'est-ce pas, de la nation. Oui, mon frère, dans le beau. Oui. Et moi, je crois qu'on s'est compris, et peut-être il y a une nuance. L'organe unique de gestion ou d'organisation des élections est là. Mais au fond, les membres sont nommés par qui? C'est là le vrai débat de fond. Or, pour le gouvernement, la chose devrait être indépendante en telle enseigne que on devrait certainement penser, j'imagine, à l'appel à candidature. Ouais. Ça, c'est l'exemple que je donne, c'est l'image. Et donc, je suppose, ça devrait donc être dans ce cadre-là, et que des citoyens, après enquête de moralité et autres, devraient donc être choisis par cette entité très indépendante, autonome, qui ne serait pas influencée ni de près ni de loin. Or, le chemin actuel est que les membres de l'organe seront choisis et par l'administration, et par les partis politiques et la société syndicale. Voilà où le débat de fond s'installe. Or, tous ceux qui vont proposer leurs représentants au sein de cette structure, ces représentants auront aussi l'intérêt à défendre ceux qui ont donné le mandat. C'est ça la question de fond. Vous ne pouvez pas, tant que, par exemple, un parti politique, choisir ou demander à quelqu'un de vous représenter au sein d'un organe et dire en même temps qu'il va fermer les yeux sur vos intérêts. Voilà là le débat se situe. Et donc, ça donne une idée des vieilles organisations, CENI et autres qui se sont certainement passées. C'est là, je parle de divergences. Il parle de retour à la case de départ. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect très important est que aujourd'hui, il est mis au grand jour une opposition, c'est-à-dire les deux l'ont dit, Madame le ministre en charge de ce projet de la part du gouvernement, et dit qu'il y a une question de vision.
CNT dit, nous avons une vision contraire à la vôtre. Je demande de la soutenir. Et donc, du coup, on est rentré dans une logique d'antagonisme. On n'a pas ici dit qu'on apporte des amendements, des correctifs, mais on parle de vision. Il y a une union. Et donc, quand il y a la vision, on s'introduit dans un débat de fond au niveau de la politique. Puisque les visions vont toujours s'affronter et ça va nécessiter ce qu'on appelle les rapports de force et les plus forts vont les remporter. Parce que quand deux visions se croisent et que ce soit dans un parti politique, même au sein d'un parti, on parlera de l'air dur des courants de pensée, n'est-ce pas? Et donc, si les visions ne sont plus les mêmes, le projet n'est plus le même. Puisqu'un projet est sous-tendu par une vision. Et donc, c'est par rapport à une vision qu'on fait une proposition de loi. Et donc, si la proposition de loi ne peut plus passer compte tenu d'une vision, c'est du coup, soit le gouvernement aura échoué, soit il a été bloqué, soit il aura été mis en contradiction avec le CNT. Alors, le débat de fond, et je le dis encore une fois de plus, puisqu'il s'agira des élections, CNT a dit, et c'est tout à fait important, personne ne nie, comme vous l'avez bien dit, le rôle et la mission du CNT. Parce que son rôle est le législateur. Il doit contrôler l'action gouvernementale, il doit voter les lois, il doit faire proposition des lois. Mais il y a également ce projet qui n'est pas une proposition émanant de l'Assemblée, mais qui vient d'une proposition du gouvernement. Et donc, quelques rectificatifs auraient suffi, mais 92, s'il vous plaît, 92 amendements. Ça veut dire que le document est carrément rectifié et échangé. Il n'est plus le même. Alors pourquoi le document n'est-il pas le même? Voilà la vraie question. Donc il faut prendre du recul, de mon point de vue, pour analyser maintenant les contradictions qui opposent le Premier ministre et les entités politiques. Parce qu'il a été clair que, et même ils l'ont dit, que les partis issus de la mouvance démocratique de 1992 sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui au Mali et par voie de conséquence, il faut les écarter ou il faut penser autre chose qui serait le Mali quoi. Tout le monde l'a dit. Certains disent même qu'il ne faut plus écouter les partis politiques. Or, on l'a dit ici, on ne peut pas parler de l'action politique sans l'existence des partis politiques. Soit si on les dissout. Or, les partis politiques n'ont pas été dissous, ils ont leur mission, ils ont leur rôle. Et la constitution de 80 n'a pas été dissoute. N'a pas été dissous. Donc, il serait donc pas juste. Et nous l'avons dit ici, encore ici, que au tout début, parce que nous voyons très loin ce qui est arrivé aujourd'hui, on a dit qu'il fallait penser à réconcilier toute la classe politique. Dès le début. Il fallait réunir tout le monde. Il fallait parler de l'inclusivité dont a parlé le président de la transition puisqu'il a reçu tous les partis politiques. Et le jour de son serment de la rectification de la transition, et après, il est dit qu'il faut l'inclusion. Alors, pourquoi l'inclusion n'a-t-il pas eu lieu? Alors, le Premier ministre, lors de son passage au CNT, a dit on n'avait pas la même vision. Et donc, c'est la conséquence des visions différentes qui se mettent aujourd'hui au grand jour. Il y a véritablement un problème. Voilà, donc ce qui se dit aussi dans l'entourage du gouvernement, c'est qu'ils ont compris effectivement il y avait ce projet, cette tentative d'escamoter les lois électorales. Comment? Ils attendent, ils font les amendements, ils attendent le mercredi, comme je dis, dans l'après-midi pour les envoyer les amendements, et le gouvernement devait l'analyser avant le vendredi. Donc le ministre en charge de la réforme du ministre a écrit au président du CNT de reporter la session sous 8 heures, moins de 24 heures. Il y a eu un niet catégorique du CNT. Donc c'est aller savoir qu'est-ce qui se préparait. Donc voilà la grande question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, après la chute d'Ibeka, après nos morts, est-ce qu'on avait besoin de cette confrontation entre le gouvernement le premier désigné par le président de la transition et le président du CNT et ses membres? Voilà la grande question. Le débat est là et les compatriotes aujourd'hui sont divisés, sinon beaucoup aujourd'hui fustigent en tout cas l'action du CNT. C'est de ça qu'il s'agit, Guido. Oui, tout à fait. Moi, les gens s'agitent, c'est les bonnes guerres.
Pour nous, c'est un précédent, n'est-ce pas, ce toilettage d'un projet de loi électorale. C'est un précédent. C'est un précédent, mais ce n'est pas nouveau sur notre cieux. Dans les pays démocratiques, vous constatez des débats houleux au sein de l'Assemblée nationale pour que les partis oui, mais ça se passe en période transitoire, il faut le savoir. Non, mais en période transitoire, que ce soit en période normale, il faut bien... Et on a des problèmes avec la communauté internationale. Au moment où on doit s'unir, se donner la main pour faire face aux sanctions économiques, c'est en ce moment qu'on va dans des... Mais le projet de loi du gouvernement, dans la mise, dans le schéma, dans la nomenclature, n'est-ce pas, du document électoral, qu'est-ce qui avait été dit dedans? Qu'est-ce qui avait été dit dedans dans la proposition, dans le choix des personnes n'est-ce pas, qui doivent, n'est-ce pas, y siéger? Le Premier ministre s'était arrogé 4 personnes, le président de l'Assemblée nationale, dans leur schéma, le président de l'Assemblée nationale, 3 personnes, etc. Les 7, je crois qu'ils sont là, 11 ou il y en a 15, élargir un peu, n'est-ce pas, cette division, de façon à ce que tout le monde puisse, n'est-ce pas, y siéger. Je crois que c'est cela. Alors, de mon point de vue, on l'a dit ici toujours et on le redit, certes, il y a un problème au sein du gouvernement, au sein du Conseil national de transition, qui est un pouvoir législatif, donc qui légifère, qui amende, qui apporte, n'est-ce pas, qui apporte les lois. Alors moi, ce qui est important, je le dis toujours, on l'a toujours dit ici, tu viens de le rappeler également, qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de leadership entre le gouvernement et le Conseil national de transition. Donc il appartient au chef. Je le dis toujours, quand il y a un problème comme ça, c'est pas bien, n'est-ce pas, pour aussi bien les nationaux qu'aussi bien pour la communauté internationale qui profite, n'est-ce pas, de cette occasion. On dit, bon voilà, en plus ça ne va pas, donc il faut qu'on soit tranchant. Donc il appartient, n'est-ce pas, au président de la République, j'insiste, je reviens encore là-dessus, n'est-ce pas, de réunir ces partis en présence, afin que s'il y a des bisbilles éventuelles qui puissent vraiment choisir les terres entre eux. Sinon, moi, le gouvernement joue son rôle, le Conseil national de transition joue son rôle, de veille, de législateur, etc. Oui. Quand on parle d'un projet, une proposition de projet, ce n'est qu'une proposition. Cela ne veut pas dire que ça va passer, n'est-ce pas, à 100% aux communes en période de la poste. On dit une proposition de projet, quand c'est susceptible, n'est-ce pas, des discussions, d'amendements éventuellement. Alors donc le problème qui existe entre eux, je crois qu'il appartient au chef de la règle. Oui. Non, oui, allez-y. Oui, moi je voudrais souligner les choses telles qu'elles sont. Toute la courtoisie que toutes les parties méritent, moi je pense plutôt qu'il y a eu règlement des comptes. Appelons le chat par chat. Non, chacun peut l'apprécier à sa façon. Chacun l'apprécie. Donc son point de vue. Oui, exactement. Moi aussi, j'ai mon point de vue aussi. Ouais. Non, mais je ne suis pas contre. Donc on n'est pas ici, on n'est pas ici entre CNT et puis le gouvernement ici. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Il ne faut pas amener ça. Non, pas du tout. C'est irrésistible. Non. Donc il a la parole. Donc merci pour l'animation du. Oui, absolument. C'est très riche. Ce que je voulais simplement faire. Il y a un règlement de compte qu'il faut voir aujourd'hui. On parle du principe que depuis que le Premier ministre est arrivé à la primature, il lui a d'abord été demandé, même au sein de sa structure, de quitter le poste du président du M5. Après, on a vu un mouvement, c'est-à-dire certains acteurs du mouvement M5 RNP qui sont sortis, qui ont créé le mouvement Yerewo. Il ne faut pas oublier cet aspect. Puisque après le passage du Premier ministre face au CNT, le lendemain, le cerveau a bien répondu au Premier ministre à partir des conférences, quand le Premier ministre a dit que le Mali, lors du jour, la création de la monnaie n'est pas à l'ordre du jour, le Mali ne sortirait pas de la CEDEAO et autres, il a été sévèrement aussi répondu au lendemain. Et on a fait une émission ici pour dire pourquoi n'avait-il pas répondu le Premier ministre au sein de l'hémicycle et il a choisi de lui apporter des réponses en dehors de l'hémicycle. Nous l'avons dit ici. Vous vous souvenez? Et donc, ça c'est un premier facteur. Deuxième facteur, les caciques du M5RP qui ne sont plus au dehors de cet été avec le Premier ministre. J'entends ici Si Kata Dousso, Cheikh Oumar Sissoko,
et les vétérans et l'imam Mamoudou Diko, Kaoudim, parce qu'il ne faut pas simplement voir ce qui s'est passé au CNT comme une formalité, une simple formalité de mission. Non, on est sur un terrain politique. Il y a des enjeux politiques. Et les acteurs politiques se signalent d'une façon ou d'une autre. C'est aujourd'hui, on a vu le CNT, vous avez vu, c'était un langage tenu. Les termes, je prends le représentant qui est animé, c'est-à-dire Souleymane D, que je salue très bien pour son sens intellectuel très poussé, une rigueur professionnelle, intellectuelle du travail, mais en dehors de cette formule professionnelle, en communicant que nous sommes, en professionnel de la communication que nous sommes, son langage a donné plus lieu à un conflit qu'à une explication. Il dit, je le cite, ou je paraphrase, nous ne pouvons pas accepter la légèreté avec laquelle le gouvernement est travaillé. Nous ne cautionnons pas non plus les facilités parce qu'on a notre responsabilité. Qui a joué à la facilité? Qui a joué à la légèreté? Avait-on besoin de ces mots, de ces termes? Parce que nous sommes sur un terrain d'analyse. Nous ne sommes pas politiques. Nous ne sommes pas des élus. Nous sommes des hommes de l'information et de la communication. Nous analysons les faits et gestes, les mots, les propos, le vocabulaire et le choix. Et donc, le fait de l'avoir dit, et encore, je prends ces propos rejoignent un peu les propos d'Ikassa. Je voudrais simplement dire, faites-moi ce souci-là, donnez-moi le souci de ne pas fortement voir l'antagonisme entre vous et moi, c'est sur ce dossier. Moi, je ne suis pas ici pour défendre le gouvernement, je ne suis pas non plus là pour défendre le CNT, je fais des analyses. Alors, vous ramenez à Ikassa, ça c'est... Laissez-moi d'abord développer, vous développerez. Non, il ne peut pas, je pense pas qu'il puisse y avoir d'antagonisme. Non, chacun échange. Chacun échange pour qu'on puisse lui donner, n'est-ce pas? Pour que le débat soit très riche. Non, c'est ça la beauté du débat aussi. Oui, la beauté du débat, je suis quand même un professionnel de la communication, j'essaie aussi qu'on peut saboter la philosophie. Vous ne voulez pas que j'aille loin, mais laissez-moi aller loin. Non, il faut aller loin, il faut aller loin. Je vais aller jusqu'au bout. Il faut aller loin. Je parle de Moussa, qui est revenu pour dire que rien ne nous arrêtera. Rien n'arrêtera notre philosophie, notre volonté, notre façon de travailler. Or, il s'agit des institutions de l'État, entre le gouvernement et le CNT. Qui va arrêter qui? Qui est contre qui? Quand on analyse les propos, moi je suis dans une logique de la communication. Ce que chacun dit, c'est ce que nous analysons. Ça ne remet pas en cause la pertinence du travail. Ça ne remet pas en cause la logique qui est la leur. Ça ne remet pas en cause le rôle et la mission des parlementaires qui sont. Mais revenons au langage pour comprendre effectivement si les dames devraient s'applaudir ou ne devraient pas s'applaudir. Je donne encore un autre élément qui est très important. Souleymane D est dit que pendant que nous étions en train de réfléchir, madame le ministre est allée défendre. Et ça ne l'a pas plu. Il a dit. Il a dit. Donc quand vous dites ça ne me plaît pas, on est à l'Assemblée nationale qui réunit, au CNT, qui réunit CNT et le gouvernement. De ce point de vue, de mon point de vue, le langage devrait être un langage de courtoisie. Vous voyez la dernière fois, le ministre des Affaires étrangères était face au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dit toutes les vérités sans choquer. C'est ça le langage professionnel. Il a dit que le Mali est ouvert et veut bien travailler avec tout le monde, mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous dise nous voulons bien travailler avec vous, mais quand nous venons, l'autre va passer par la fenêtre. Et donc il dit des termes sans choquer. Pourtant, quand les gens reviennent face aux autorités, c'est l'ensemble des autorités, et l'autre dit rien ne nous arrêtera. Qui était prêt à les arrêter? C'est là que je dis il y a un conflit, il y a un règlement de compte, il y a un débat de fond, quelque chose qui ne s'est pas dit. L'exercice n'était pas celui où, d'ailleurs,
Il y a une émission qui a été animée hier à Bambara par M. Mandé, mais qui a carrément foudroyé le Premier ministre. Et on sent tous, c'est-à-dire, n'allons pas, c'est ce que de mon point de vue, il faut qu'on évite des entrées choquées, mais comme vous le disiez tantôt, allons à l'essentiel des tests. Travaillez sur les tests, sur le contenu. Vous pouvez être d'accord, comme vous ne pouvez pas être d'accord, mais évitez de créer les clashs entre, puisque le Mali est dans une crise, et si, supposons qu'aujourd'hui cette loi n'était pas votée, avec créé encore d'autres complications, il fallait maintenant voter. La loi est déjà votée, ça va permettre à passer au chronogramme, et ce chronogramme va être soumis à la CEDEAO parce que tout est lié. Espérons que la crise va prendre fin, mais ce qu'il faut retenir, il y a eu un règlement des comptes. Voilà, il y a eu un règlement des comptes, la fissure entre le gouvernement et le CNT a éclaté au grand jour, au grand dam du peuple malien aujourd'hui qui s'interroge. La plupart des gens qu'on a interrogés, malheureusement là, techniquement on ne peut pas passer ça, mais c'est dit en tout cas des comportements, des propos de certains membres du CNT. Pas le travail colossal abattu par Souleymane et son équipe, mais l'attitude, les propos ne passent pas à un climat délétère déjà qui est là, pas une pression internationale sur nous. Et si c'est dit que, parce que vous l'avez dit ici, le CNT avait déjà annoncé la couleur, la mesure de censure contre le gouvernement devait être adoptée depuis le passage de Choguel. On s'est dit non, on l'attend, c'est ce que disent les gens dans la rue, on va l'attendre là, l'électorat, on va lui montrer du corps, de quel point on se choque. Effectivement, les façons de parler, de se comporter, prouve réellement que le Premier ministre est devenu l'homme à abattre, c'est l'homme qui empêche de tourner en rond, il faut l'enlever, c'est pas ça la solution. Nous pensons que nous ne faisons que donner l'information et interpréter ce qui se dit et rapporter ce qu'on nous dit dans la rue et partout où on passe avec notre niveau de trottoir. Les Maliens sont aujourd'hui choqués, en tout cas, par cette scène qu'ils ont vue le vendredi, désabusée, entre leur confiance se trouve brisée. Maintenant, on met le président de la Transition dans une position très très difficile, très très inconfortable, si on peut le dire comme ça, parce qu'il doit trancher entre cette loi qui vient d'être votée mordicus par le CNT ou qui envoie le gouvernement Choguel paître, si on peut le dire comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de ça. On avait besoin de courtoisie, de se parler, comme le disent les partisans du gouvernement, de régler ce problème-là entre nous, et de l'exposer au grand jour, le monde entier maintenant. Comme l'a dit, on va donner du moulin, du grain à moudre à ceux qui sont en train de nous sanctionner. Et il se peut même que le droit, ils disent, bon, comme c'est ça, et on vous a dit, voilà. Donc, moi je pense qu'on doit sortir de ce débat. Il est temps que les uns et les autres se ressaisissent. En tout cas, les voix s'élèvent, le peuple est en colère, et les gens sont indignés par ce qui est en train de se produire. Et les masques sont tombés, comme on me l'a dit, je l'ai dit sur ma page aujourd'hui, les masques sont tombés par rapport au CNT. Tout le monde a compris aujourd'hui l'attitude de certains membres du CNT qui veulent nous amener dans une situation dans laquelle les gens ne sont pas prêts à accepter. Je ne sais pas qu'il y a aussi quelque chose à dire, on va s'occuper de ce débat. Parce que l'imbibi, c'est pas nouveau. Le masque, il est tombé depuis le saut de passage, n'est-ce pas, du Premier ministre au sein du CNT. On a vu la propos de Moussa qui est direct d'un élève, etc., de 3 sur machin. Pour moi, les marques sont tombées depuis longtemps. Alors, le travail, de mon point de vue, est en train de faire. Le gouvernement fait son travail, le Conseil national aussi fait le sien. Ce qui est important, c'est les propos. Là, tout le monde est unanime ici. Les propos sont situés à la limite, n'est-ce pas, discourtois. Donc il appartient, n'est-ce pas, aux uns et aux autres à mettre de choses de l'eau dans leur couteau, comme disent en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est cela le problème. Sinon, si concerne le boulot, chacun fait son travail. Le CNT attend la proposition de projets, de loi éventuelle, n'est-ce pas, du gouvernement. Ils apprécient et ils votent et ça passe. Et le président produit. Moi je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Bon, on ne sait pas s'il y a un problème, on attend de voir. C'est les propos au sein de l'hémicycle, du Conseil national de transition qui sont, n'est-ce pas, qui prêtent à désirer.
Oui, justement, je voulais juste répondre en 2 minutes, hein, si vous voulez, si vous permettez. Voilà, merci. lui c'est l'Ukraine. Bien, ce que je voulais simplement dire, ces deux tendances mettent bien à mal le président de la transition. Parce que c'est là qu'il faut qu'on amène le débat. Ces deux institutions qui sont aujourd'hui opposées et les deux visions sont différentes. Ils l'ont dit, madame, le ministre en charge de ce projet, qui portait le projet, a dit, c'est une question de vision. Et l'Assemblée nationale dit aussi, c'est une question de vision. Donc, deux visions différentes. Laquelle des visions sera celle, comme vous l'interrogiez, celle du président de la transition? Est-ce qu'il va acter tout de suite ce qui a été retenu par CNT, puisque CNT joue le rôle de l'Assemblée nationale, à sa légitimité, à son droit et à faire son exercice, que cela plaise ou pas, le CNT a joué son rôle. Et là, je suis d'accord avec vous. De ce point de vue, de l'autre côté, le gouvernement qui a travaillé et tout a été fait au Conseil des ministres. Parce qu'on ne peut pas soumettre un projet au niveau de l'hémicycle sans que ce n'ait passé on a eu l'approbation au niveau du Conseil des ministres. Alors, ces ministres qui ont travaillé là-dessus, comment ont-ils travaillé? Qu'est-ce s'était-il passé? Ça, c'est des équations. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser? Ils ont simplement dit oui, il faut amener. Est-ce qu'ils n'ont pas pris des objections? Est-ce que ça n'a pas été critiqué? Le président de la transition, qui est lui-même premier responsable du Conseil des ministres, qui a tout participé à tout, et qui a certainement avalisé, parce que si ce n'était pas là-bas, on n'allait pas ramener. Parce que ça, quand on parle du Conseil des ministres, c'est que le président lui-même est là. Il est assisté. Et ce qu'il a donné mandat, et c'est parti au niveau des trucs. Et ça a été bloqué. Si on fait rétropédie, on apprécie, on peut aussi dire que le gouvernement ne fait rien sans que le président de la transition ne lui donne cutus. Ça, c'est vrai. Et donc, est-ce que c'est lui qui est ici remis en cause, ou simplement c'est le Premier ministre dont le projet a été remis en cause, ou soit le président de la transition n'avait pas été très vigilant, ou il n'a certainement, on ne lui a pas trop expliqué qu'il ait dit amener ça à l'Assemblée. Maintenant, l'Assemblée dit non. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il donner caution à l'Assemblée, la décision de l'Assemblée? Et s'il dit oui, c'est un désaveu pour le gouvernement. Et si de l'autre côté, il dit non, je ne suis pas pour, il remet encore l'institution. Va-t-il dissoudre? On va-t-il arriver à la dissolution du CNT? C'est des questions de fond qui se posent aujourd'hui. Et c'est à ce niveau que le président de la transition il serait mis mal à l'aise, il serait entre le marteau et l'enclume. Parce que nous voulons approfondir des analyses. Et quand on fait des analyses, il faut les approfondir. Parce que tout ce qui est fait au niveau du projet est passé au Conseil des ministres. Et donc, au niveau du Conseil des ministres, tout le monde est au courant, tout le monde a apprécié, tout le monde a vu, y compris le président de la transition. Maintenant, le CNT dit non, nous n'en voulons pas, voilà notre contenu que nous donnons. Le contenu du CNT, est-ce que le président de la transition va dire non, je donne et je retourne au CNT le projet? Ça, c'est possible. Et donc, s'il retourne, le CNT, si le CNT campe sur ses positions, on fait comment? Il y aura une crise institutionnelle, naturellement. C'est ça le vrai problème. Le débat va vers ça. En fait, le dernier mot, quand même, revient au président de la transition. C'est vrai que quelque part, il est un peu mal à l'aise, mais il a pas un peu. De mon point de vue, il est un peu mal à l'aise par rapport à cette situation de crise au sein, n'est-ce pas, du CNT et du gouvernement. Il est un peu mal à l'aise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a la dernière cartouche. Vous l'avez signé, je l'ai dit, vous l'avez indiqué. Il peut retourner, n'est-ce pas, le document pour de nouvelles appréciations. Donc, mais si là-bas, le CNT dit non, on ne fait rien. Mais attendons le voir. Nous ne sommes pas dans les secrets du attendons le voir. Non. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. On attend le voir. Guido, il faut comprendre. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur mes propos aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Donc, c'est ça que c'est ce que je remarque. Donc, chacun apporte son analyse. Les gens nous observent. Chacun donne son point de vue. Ceux qui nous observent, c'est eux qui vont analyser maintenant ce qu'on est en train de dire.
Ce qui est clair et net, tout le monde le sait. Ce qui s'est passé le 17 au CNT a mis très mal à l'aise le chef de l'État. On n'est pas dans les secrets de Dieu, c'est la vérité. Parce qu'il doit aujourd'hui trancher entre approuver ce que les gars du CNT ont fait, en ce moment, il réunit le Premier ministre qu'il a mis en place, donc il se dédie lui-même, ou bien renvoyer les membres du CNT à revoir leur copie. Et en ce moment, la huitaine demandée par le gouvernement sera prise en compte. En ce moment, le gouvernement va apporter ces amendements par rapport à ce qu'ils ont fait. Pour éviter qu'on se donne un spectacle et contraindre le président il aura deux choix. Soit il dissout le CNT. Si sur le CNT, la loi est adoptée, il doit avoir un nouveau gouvernement. Le gouvernement va démissionner. On va commencer un nouveau gouvernement. Mais le CNT sera dissous et ça va mettre en retard. Parce que le top problème est parti. On a 21 mois qui nous restent. C'est ça le problème. Et de l'avis général des gens qu'on a interrogés, que le CNT n'avait pas besoin de nous amener sur ce terrain aujourd'hui. Et on dirait que, d'après un des gars qu'on a interrogé hier, ils ont bien calculé leur topo, ils ont attendu maintenant pour faire ce coup de charnat au gouvernement, sachant bien que le temps est limité. Voilà ce qu'il nous est dit. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le Mali n'a pas besoin d'une énième crise pour nous donner un spectacle. C'est ça la vérité et qui est dénoncée en tout cas. Cette attitude est dénoncée par une bonne partie des gens qu'on a interrogés, même si certains trouvent que le CNT a joué son rôle, c'est bien, mais ils condamnent la façon, le moment et la manière dont cela a été adopté. Ceci dit, je pense qu'on va passer toute la soirée sur ça, on ne va pas terminer. On va rapidement parler du décret de création de la commission de réflexion, de rédaction de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en pensez, Guido? Bon, moi, de mon point de vue, c'est la même ritournelle, hein, parce qu'il y a eu des propositions, n'est-ce pas, de projets de révision constitutionnelle sous IBK, sous ATT, sous IBK, tout ce parti. Et donc, pour moi, c'est ça. Chacun veut toujours, quand quelqu'un un gouvernement arrive au pouvoir, ou un président, etc., chacun veut imprimer sa marque. Il y a eu des propositions, la proposition d'Awa Gawara, il y a une autre proposition aussi qui est là. Mettre encore une autre commission en place, pour moi, c'est encore une perte de temps, et en argent, et en réflexion. Les projets sont là. C'est comme ça que je raisonne. Les projets sont là, il faut les enlever, les toiletter, mettre une commission en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au projet de la loi électorale. Il y a eu des réflexions qui ont été menées par le passé. Donc je ne vois pas la nécessité de mettre une commission encore en place chargée de faire un avant-projet, n'est-ce pas, de loi constitutionnelle. Maintenant, cela a été fait. Les membres, je crois, de cette commission n'ont pas encore été nommés. Le projet est déjà sur la table, donc bon, attendons de voir. Mais c'est que sur certains qui se rappellent, cette nouvelle constitution a été réclamée par le DENI, par les ANR, et le président est en train d'exécuter justement les recommandations des ANR. Ça, il faut qu'on le rappelle aussi. C'est pas où bien qu'il est du Monaco. Oui, et à ce niveau, moi je crois que est-ce que mon micro marche? Je ne sais pas, hein, parce que c'est un souci avec... Ouais, ça passe. Si, vous pas de... Vas-y. Pourquoi on vérifie si ça passe maintenant? Si ça passe, ça passe. Ok, merci. Le bouton n'est pas rouge? Si, il est rouge. Là, voilà, donc... Il est là, voilà. Ok, d'accord. Merci, parce que je vais me rassurer. On a un débat très sérieux. Il faut que je me rassure que ce que nous disons est attendu. Dans les techniques, nous posons toujours des problèmes sur d'autres cieux. C'est pourquoi je suis vigilant. Merci. Je vais simplement dire ici qu'il y a une logique. Si tout le monde a été amené vers l'idée de la deuxième, c'est-à-dire du projet de la Constitution, il faut aussi situer le contexte. Il est arrivé à un moment donné, le nationalisme avait pris le dessus. Il ne faut pas se leurrer. Et que tout le monde était dans la ferveur du changement. À tel enseigne que d'autres avaient même prédit 10 à 15 ans à la transition. Vous vous souvenez? Et donc, dans cette dynamique, il n'y avait pas de sujet tabou, tous les sujets étaient bien traités. Or, la Constitution, la lecture de la Constitution, que dit la Constitution elle-même? Puisque la Constitution n'avait pas été dissoute.
premier élément très important, il fallait dissoudre la Constitution pour parler des projets ou de la révision ou de la révision. Parce que qui a capacité de réviser une Constitution? Est-ce un pouvoir légal ou est-ce un pouvoir transitoire? Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui, comme je le disais sur un autre média, on refuse de poser les contextes. Est-ce que la transition par définition est habilitée à revoir la Constitution? Puisque la transition par définition n'avait pas assez de temps. En réalité, puisque la Constitution même dit en cas de transition, il y a 45 jours ou 90 jours. En 45 jours, 90 jours, en temps normal, comment ferait-on une révision ou un projet de Constitution? C'est un premier débat de fond. Revenons au 18 mois. Que donne la charte de la transition qui complète la transition, la Constitution? La charte parlait de 18 mois. Est-ce que pendant ces 18 mois, avait-on le temps de faire une pensée à tutoyer ou travailler ou revoir la Constitution? C'est un débat. Mais cette idée est passée au moment où tout le monde était dans la ferveur. Au moment où tout le monde était, entre guillemets, dans l'euphorie, parce que tout le monde disait non, il faut 5 ans, il faut 10 ans, et on est autonome, on peut se permettre tout. Maintenant, on peut se permettre tout. On est allé aux assises, toutes les décisions ont été prises. Les décisions ne correspondent plus au calendrier de la transition. Est-ce que donc la révision, ou je peux appeler ça la révision de la Constitution, parce que s'il faut élaborer une nouvelle Constitution, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Parce que les commissions, le temps que ça va mettre, quels seront les temps aussi qu'on va prendre pour penser à l'organisation des élections, mobiliser les fonds, tout ceci est compliqué. Moi je dis donc, si l'hypothèse, puisque c'est les ANR qui l'ont retenu, les assises en ont fait une recommandation, il faut peut-être voir ce qui peut y être spécifique à amender, à revoir. Ça c'est mon point de vue. Mais remettre tout sur le tapis, ça va créer d'autres difficultés parce que les jours passent, on n'a que 24 mois, alors que dans les 24 mois, je crois quelques mois sont déjà consommés parce que c'est parti du mois de mars. Mais cela n'empêche pas de reconnaître que si le peuple est décidé d'une chose au cours d'une rencontre qui donne légitimité, les ANR ou les assises, le président de la transition et le gouvernement se mettent au travail. Puisque ce n'est pas eux, c'est l'union du peuple, puisque c'est la décision du peuple. Donc ils appliquent la décision du peuple. Maintenant il faut voir si cette décision du peuple correspond aussi au timing. Oui, le timing, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est le peuple qui a demandé la refondation. On ne peut plus continuer avec l'ancien système qui nous a mis dans cet état. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et tout le problème du Mali, c'est la Constitution de 92, et 58, la France qu'on est venu nous imposer. Et les mêmes acteurs sont là. Et c'est les mêmes acteurs qui sont en train de bouger un peu partout. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. On va parler de refondation. Le peuple de l'écran de la refondation, on veut nous ramener, nous mettre dans le même système de 32 ans aujourd'hui. Ça ne passe pas. Il ne fallait pas faire le coup d'État. Il ne fallait pas faire partie du programme d'État. Il faut remettre l'ancien système qui a mis le pays à genoux, qui a détruit toutes les institutions, qui a détruit l'armée, l'école, partout, tout est mis à sac. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que la nouvelle constitution, s'ils l'ont dit, le souhaiter et peuvent le faire, déjà il l'a dit, il y a eu déjà des tentatives, c'est de prendre ça, et la nouvelle constitution, on n'est pas dans le secret des yeux, la nouvelle commission va travailler sur le travail déjà fait, et intégrer, en tout cas les données sociétales du Mali qui sont conformes à nos vies et coutumes. La constitution doit refléter nos valeurs sociétales, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est la constitution de la République française, le colon qui est là toujours, qui est en train de nous mettre la pression. C'est ça. C'est vrai que cette constitution de 92, elle est obsolète. Il faut l'adapter aux réalités. Il faut exactement, il faut réviser, n'est-ce pas? Il faut la revoir. Mais changer une constitution, c'est pas une chose ordinaire. Le référendum, est-ce qu'on peut faire un référendum en l'état actuel? Mais c'est le gouvernement qui le dit. C'est le gouvernement qui a fait un programme. Le président a un avant-projet. On attend de voir. Un avant-projet. Dès qu'il mettra la commission en place, on devra demander un avant-projet, n'est-ce pas, de révision de la constitution. Maintenant, dans la pratique, on verra
si elle peut se faire d'ordinaire comme ça, ou si il faut aller à un référendum. Parce que la Constitution me dit, on ne peut pas la réviser comme ça, ça qui est un référendum. Est-ce que, en l'état actuel, dans une situation de mi-paix, mi-guerre, est-ce qu'on peut faire un référendum sur toute l'étendue du territoire national? C'est ça aussi le problème. Oui, mais à ce niveau, toutes mes excuses, à son niveau, le président de la transition, moi je crois qu'il est dans une logique où le peuple fait des recommandations, il respecte cela. Ça, c'est les principes. Maintenant, au niveau des faits, des réalités, on a un calendrier qui est là, et on est quand même maintenant segmenté. C'est-à-dire on a un chemin de 24 mois. On a 24 mois. Et tous les projets qui ont été dits, est-ce qu'il faut les faire tout de suite? Est-ce que ça peut correspondre? C'est les débats de fond. Cela ne remet pas en cause sa volonté d'appliquer les décisions de ce qui a été dit. Mais, comme le disait mon frère, on ne peut pas penser la révision constitutionnelle ou autre chose sans le référendum. Le référendum est un préalable. Alors, on a le temps de ce référendum, on a le temps de travailler là-dessus, et est-ce qu'on a le temps aussi de respecter le calendrier qui est là, qui aujourd'hui fait l'objet d'embargo? C'est un débat de fond. Mais je reviens encore une fois pour dire que le président de la transition, si on est arrivé dans cette histoire, c'est que effectivement les débats qui avaient tellement été montés, et les débats étaient tels que beaucoup étaient dans la fiction, beaucoup étaient dans l'imaginaire. Beaucoup avaient même dit que le président de la transition va rester même 50 ans parce que la réalité est autre chose. La réalité aujourd'hui, il faut respecter les règles d'une communauté internationale. On n'a pas dit que la communauté internationale va nous donner des lois. Mais quand on est dans des structures, dans des entités, il faut aussi savoir respecter ce qui s'y passe. Parce que demain, si moi je peux faire ce qui me plaît, l'autre fera aussi ce qui lui plaira et qui va écouter qui. Voilà le débat de fond. D'accord, donc on va tenir compte de tout ça. Le temps va nous édifier la faisabilité de tous ces projets-là. On attend de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, l'union sacrée est recommandée. Ce n'est pas le moment de se chamailler, ce n'est pas le moment de se diviser. Et jusqu'à ce niveau de tension, je pense que nous avons tout à perdre si ça continue. Dernier élément, en 2-3 minutes, on a vu en tout cas le président de la transition guinéenne apporter son soutien au Mali, parce qu'il y a un contingent qui se prépare pour regagner le Mali, pour aider la transition malienne. Il l'a dit en tout cas devant les militaires en Guinée là-bas. Donc on va essayer de voir si on peut l'écouter, quoi. Voilà. Au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, le chef suprême des armées a passé en revue la troupe composée certes de différents corps, mais formant un tout uni et indivisible qu'est la vaillante armée nationale. On est ensemble, nous sommes tous on connaît bien sûr nos réalités et les problèmes qu'on a. Le but pour nous c'est de trouver des solutions aux différents problèmes. Les problèmes qui sont notre héritage aussi, qu'on assume pleinement. D'abord, avant, je voudrais dire à ceux qui sont en MCO, en mise en condition opérationnelle, pour la mission au Mali, de se concentrer, de se préparer et aussi d'être prêt à défendre le Mali, d'être prêt à continuer sur la trace de nos aînés, qui est le panafricanisme, et assumer aussi ce panafricanisme-là. Notre position avec le Mali, nous l'assumons, et parce que le Mali, c'est un pays frère. Nous sommes depuis le début de la crise au Mali, nous allons rester jusqu'à la fin de la crise pour aider nos frères maliens. Et nous avons des frères aujourd'hui qui sont à Guinée, que certains parmi vous ont. Voilà, donc
Vous avez vu, vous avez entendu, en tout cas le président en personne Mamadi Doumbia, le colonel Mamadou Doumbia, s'est adressé en tout cas à sa troupe, qui doit venir en tout cas prêter main forte dans la stabilisation du Mali ici aux côtés de nos forces armées et de sécurité qui sont en train de se débattre partout sur le territoire national. Alors quel commentaire? Bon, l'histoire nous a toujours indiqué cela depuis ce Touré. Mali, la Guinée, c'est un même pays dans un même poumon, je ne sais pas si c'est cela son expression. Donc c'est pas nouveau, depuis bien l'indépendance, le Mali et donc la Guinée sont, n'est-ce pas, des amis, des frères et autres. Nous avons beaucoup de communautés maliennes ici, aussi bien que des Maliens en Guinée. Donc lui ne fait que, n'est-ce pas, marcher sur les traces, n'est-ce pas, donc des aînés. Et c'est des bonnes guerres. Alors, Toali? Oui, moi j'aime situer les débats dans les contextes. Hein. C'est pas nouveau parce que depuis la crise qui s'épousse au pays, tous les pays africains sont là. Congolais, Béninois, Ivoiriens, tout le monde est là. Donc, si encore la Guinée se déclare, on ne peut que féliciter parce que l'État étant une continuité, c'est une très bonne chose. Maintenant, analysons aussi qu'il y a ce qu'on appelle la lecture de profil politique. Parce que la Guinée, il ne faut pas l'ignorer, est déjà bélancée d'embargo avec la CEDEAO qui n'a pas encore sorti de l'ornier. Et est-ce que ce discours qui est tenu aujourd'hui est un discours qui répond effectivement à la bonne foi ou qui ne répond pas à un calcul de la politique politicienne? C'est très important ce que je dis, puisque le Mali et la Guinée, qu'on fasse ce discours ou pas, c'est des pays frères et personne ne pouvait accepter de soutenir ce grand pays africain qui souffre, qu'est le Mali. Tous les pays sont là. Alors, aujourd'hui, Doumbia, il a un souci, parce qu'il est aussi intervenu sous l'angle d'intervention militaire, mais il n'a pas encore clarifié sa position vis-à-vis des colonisateurs. Au moins, le Mali est clair pour dire non, nous avons opté pour la Russie, nous ne voulons plus qu'on nous impose quoi que ce soit. Le Mali est clair. La Guinée n'a pas encore été claire dans cette prise de position. C'est très important à ce niveau qu'il faut souligner. Mais donc, on ne le situe pas. Est-ce que c'est vraiment, il a même, je crois, il y a eu, je ne sais pas, sauf si l'information est fausse, sinon l'armée française devrait avoir une base en Guinée, du côté de Mamounbien, Labé, et c'est très important. Donc, analysons, nous, notre mission, c'est d'analyser les trucs. Est-ce que c'est un effet de bénéfice politique ou un effet qui répond à la logique de l'État? Bon, écoutez, moi je pense que la politique guinéenne depuis ce jusqu'au colonel Mamadou Doumbia est restée constante, en tout cas avec le Mali. Ça n'a pas changé, au contraire, ça se renforce. Et l'embargo a permis justement de réchauffer, de redynamiser l'axe à Bamako-Conakry. Le deuxième aspect, par rapport à cette tentative de base, c'est une fake news, parce que j'ai suivi personnellement le chef de l'Agence des armes, le colonel Sadiba, sur la RTG1, qui a démenti cette information qu'elle n'est pas vraie. Au contraire, le ministre de la Défense et le ministre délégué qui était à Conakry était invité par son homologue français. Chaque année, ils font ces rencontres-là. Et nulle part, il a été question d'installation d'une base étrangère. Il a dit qu'il est hors de question. Ce n'est pas dans les débats, ça ne sera pas dans les débats. Et maintenant, pour répondre à ta question, Doumbia a été très clair. Il est panafricain, il est dans ça. Et il a dit tout de suite devant la troupe, nous sommes des panafricains, ça veut tout dire. Ça veut dire que là où on doit se battre pour extirper l'Afrique des griffes des impérialistes, c'est dans ce combat qu'il est. Et il se retrouve dans la même philosophie que les autorités maliennes. Voilà, c'est pour cela qu'il insiste. Vous allez voir les instructions données depuis Kourémalé jusqu'à Conakry, les instructions sont fermes. Faciliter tout pour nos frères maliens, nous sommes tous pareils, il faut que nous les venons en aide parce que nous sommes un poumon pour deux corps. C'est ça la vérité. Et je pense que ce président, il est sincère et il a la même vision que le colonel Assimi Goïta et son équipe. Et je pense qu'on ne peut que l'accompagner et l'appuyer dans ce truc-là.
et parce que lui, sa position est claire, c'est pour cela. Aujourd'hui, l'opposition est en train de se organiser pour essayer de le déstabiliser, mais apparemment, ce qu'on voit, l'homme, il a la tête sur les épaules, il essaie d'avancer sans regarder derrière lui, quoi. C'est un dernier mot qui doit sortir du débat. N'oublions pas, Doumbia est un peu produit de la France aussi, ça il ne faudrait pas l'oublier. C'est vrai que nous sommes un même pays. Nous avons besoin de toutes les compétences extérieures qui peuvent aider le Mali à sortir de l'ornière, surtout à lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Doumbia, c'est pas nouveau déjà. Il n'y a pas de frontière entre, n'est-ce pas, le Mali et la Guinée. Le commerce va, le commerce vient, etc. Et s'il y en a plus, n'est-ce pas, de nos soldats, s'il peut envoyer d'autres soldats pour combattre, n'est-ce pas, le terrorisme et le djihadisme, c'est tant mieux. Mais gardons à l'esprit que Doumbia, c'est un pur produit français. C'est un légionnaire français. Il faut pas, oui, un dernier mot, il ne faut pas forcément assimiler notre Assimi Goïta à tout le monde, parce que Assimi est une référence sous-régionale, ouest-africaine, panafricaine, qui n'a pas de doute. Si vous faites des comparaisons qui ne tiennent pas, vous risquez de porter aussi un coup au jugement qu'on nous apportons à Assimi Goïta. Assimi, on le respecte, on lui donne la valeur d'aujourd'hui de Thomas Sankara, d'autres personnalités robustes du panafricanisme, de la revendication de l'Afrique. Il faudrait que d'autres fassent leurs preuves pour pouvoir faire le parallèle. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il a manifesté une très bonne volonté, attendant de voir, parce qu'il a fait mieux que quiconque aujourd'hui sur ce terrain-là. S'il peut aussi être sur la trace d'Idriss Déby dans le soutien du Mali, efficacement, ce serait une très bonne chose. Voilà, chers téléspectateurs, c'était en tout cas le débat à nous de l'actualité. J'avais à ma droite mon côtoyé déjà Afrique l'Ouest, Afrique Média, et à ma gauche, Youssouf Guindo, directeur journal d'éclairage. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci. Thank you.